thème des rencontres cette année, donc la monnaie dans tous ses états, je crois qu'il est vraiment très pertinent pour célébrer l'anniversaire de la crise de 2008. C'est-à-dire que la crise qui éclate il y a une dizaine d'années, comme toujours après une période d'euphorie sur les marchés financiers, après une période d'optimisme démesuré quant aux effets du développement de la finance sur l'économie, cette crise, on peut rappeler dans un premier temps qu'elle était tout d'abord immobilière et financière. Donc c'est la fameuse crise des subprimes qui entraîne l'effondrement de Lehman Brothers. Et puis dans un deuxième temps, elle est devenue économique et sociale. C'est-à-dire que lorsque les banques ont externalisé la dette en la transmettant aux États, donc on est passé alors de la crise des subprimes à la crise de la dette souveraine. Et à partir de ce point, donc au tournant des années 2010-2011, la crise, elle va se diffuser à l'ensemble du globe en mettant sous tension les piliers de la mondialisation contemporaine. Aujourd'hui, la plupart de nos pays, on peut dire qu'ils font face à une véritable crise systémique, donc qui est de nature géoéconomique, mais qui est aussi de nature politique, avec la fin du consensus libéral entériné par la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump et entériné également par les très fortes turbulences dans la zone euro, dont les élections italiennes sont un exemple. Alors tout cela, bien sûr, prend place sur fond de montée du péril écologique, auquel d'ailleurs la Méditerranée est une des zones au monde les plus exposées, qu'il s'agisse de disparité de développement, de recul du développement humain ou de montée des risques géopolitiques. Donc voilà, le contexte est très complexe. Et si on la ramène en fait aux 10 années passées, qu'on vient de vivre, la crise de 2008, donc il y a 10 ans, ce n'était pas un événement purement économique et financier. Et je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'il s'agissait plutôt d'un choc d'ampleur séculaire dont nous voyons encore se dérouler les effets, et qui marque probablement le point d'entrée dans le XXIe siècle. Alors, face à ce contexte, donc qui est très complexe, pour tenter d'apporter des réponses, je suis convaincu qu'il faut avoir une pensée radicale. C'est-à-dire, étymologiquement, une pensée qui essaye d'aller à la racine. Et la racine de la crise, pour de nombreux économistes, elle est double. Elle provient d'une part de l'hypertrophie et du fonctionnement interne du système financier, et d'autre part de son articulation avec le système économique et la société. C'est-à-dire la finance qui projette ses normes de gestion et ses critères aux organisations. Donc, dans mon intervention aujourd'hui, je voudrais essayer de faire trois choses pour traiter le sujet qu'on me propose. Premièrement, je voudrais rappeler que si on veut penser la monnaie et penser l'économie, il faut commencer par penser la finance. On pense souvent que les pièces et les billets sont la forme originelle de monnaie et que le crédit est en quelque sorte un moyen qu'on a inventé pour dépenser ces pièces et ces billets avant de les posséder. En fait, je vais montrer que les travaux historiques démontrent que c'est en fait le crédit qui constitue la forme originelle de monnaie. Donc pour parler de monnaie, il faut s'interroger en amont sur le système financier. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point de mon intervention, ce serait d'expliquer en quoi la crise en cours peut s'expliquer par un dérèglement des rapports entre la finance et la société. C'est un dérèglement qu'on désigne souvent sous le terme de financiarisation. Donc on peut traiter ce concept vraiment de plusieurs manières. Moi, je vais essayer de montrer que la financiarisation, on peut la comprendre comme l'encastrement des activités économiques et sociales dans les normes produites par le système financier dans l'intérêt des détenteurs de capitaux. Voilà. Et dans un troisième temps, j'essaierai de tracer quelques pistes pour sortir de là. Alors, mon premier point, c'est de dire qu'on ne peut pas parler de monnaie sans évoquer la finance. Et quand on évoque la finance, à quoi pense-t-on ? Je pense que si on faisait un petit sondage dans l'Assemblée, on pense généralement à la spéculation, aux scandales financiers comme celui du Libor, aux crises économiques à répétition,
qui frappe notamment les pays en développement. On pense à la montée des inégalités de revenus. Bref, on a toutes sortes d'associations d'idées qui sont bien ancrées dans la culture populaire. Il y a des films hollywoodiens comme Le Big Short ou Le Loup de Wall Street, par exemple. Alors bien sûr, c'est des associations d'idées qui sont pertinentes. Moi, je voudrais quand même rappeler d'emblée que d'un point de vue historique, la finance dépasse largement toutes ces représentations qui font en fait que refléter le fonctionnement actuel du système financier. Si on regarde la finance d'un point de vue historique, on s'aperçoit qu'elle répond à un besoin humain fondamental qui est celui d'organiser des échanges intertemporels. C'est-à-dire qu'il a fallu de tout temps trouver des moyens d'organiser les échanges dans le temps, que ce soit pour faire face aux aléas climatiques par exemple, ou pour partager les risques. Donc à la rigueur, on pourrait presque dire que la finance, définie au sens large, fait partie de la condition humaine. D'ailleurs, les meilleurs ouvrages historiques sur le sujet démontrent que, contrairement à ce qu'on peut penser, la finance n'est pas un édifice qui se construit sur la base de l'économie monétaire, sur la base de la monnaie, c'est l'inverse. En fait, c'est la monnaie qui émerge du système financier, qui est lui-même nécessité par les échanges. Alors, je vais prendre un exemple simple pour essayer d'expliquer ça. Donc imaginez qu'on remonte dans le temps et qu'on soit dans l'Antiquité, au temps des Ligures par exemple. Donc vous êtes un pêcheur grec de Massalia et vous voulez manger une omelette. Donc vous avez marre du poisson. Moi je suis un producteur d'œufs ligure, d'Entremont. Alors comment on va faire pour échanger ? Il n'y a pas de monnaie. Donc on va se rencontrer, on va marchander sur un taux d'échange, œufs contre sardines. Et puis on va se mettre d'accord. Donc vous allez vous engager à me livrer une certaine quantité de sardines. Et en contrepartie, je vais m'engager à vous livrer une certaine quantité d'œufs. Bon, alors vu que les œufs sont périssables, vous n'allez sûrement pas vouloir les récupérer tous d'un coup. Vous allez plutôt prendre, une douzaine par semaine, progressivement. Donc dans ce cas, c'est très simple. Je vais vous émettre une reconnaissance de dette en vous promettant de vous livrer les œufs quand vous le voulez. Alors ça veut dire qu'à un moment donné de notre échange, vous allez devenir créditeur et moi, je vais devenir débiteur. Et plus généralement, en fait, dès qu'une transaction implique 3 temps distincts, le contrat, la livraison et le paiement, eh bien, elle est constitutive d'une dette et d'un crédit. Alors, c'est un exemple simple, mais on voit 2 choses importantes, je crois, dans cet exemple. Premièrement, c'est que la dette, qui est souvent considérée par la pensée mainstream comme une faute, la dette, elle est consubstantielle à l'échange. Sans dette, il ne peut pas y avoir d'échange. Deuxième point, et contrairement à ce que dit la théorie néoclassique, qu'on retrouve dans la plupart des manuels, eh bien, le système de crédit peut tout à fait permettre d'échanger sans monnaie. Imaginez que vous me livrez vos sardines, mais finalement vous changez d'avis, vous ne voulez plus manger une omelette, vous voulez des tomates. Bon, mais pas de problème, vous avez ma reconnaissance de dette, libellée en quantité d'œufs, et vous pouvez négocier son taux de change avec un producteur de tomates qui viendra récupérer les œufs chez moi sur présentation de la reconnaissance de dette. Donc en fait, on peut arriver à échanger, dans le cas d'une économie de crédit comme celle-là, sans avoir de double coïncidence des besoins, sans unité de compte et sans intermédiaire des échanges. Donc on peut avoir un système où on va émettre chacun des reconnaissances de dette. Je vais graver les miennes dans du bois. Si vous voulez, vous gravez les vôtres dans des os. Le snob du village, il gravera les siennes dans des métaux précieux. Voilà, mais on peut commencer à échanger sans avoir à se mettre d'accord sur une monnaie marchandise. Donc en fait, l'échange repose sur le crédit et la dette plutôt que sur la monnaie. Ok, alors à ce point du raisonnement, on peut se dire, à quoi ça sert finalement la monnaie ? Vous savez, l'homme étant l'homme, dans une économie de crédit, il y aura toujours à un moment donné des cas de défaut de paiement. Supposez par exemple que je n'ai pas honoré mon engagement à vous livrer des œufs. En fait, je ne me suis même pas embêté à acheter des poules. Donc, vous n'êtes pas content. Vous êtes en droit d'exiger une compensation de ma part. Bon, cette fois-ci, on ne va pas négocier la chose en marchandant, parce que la confiance a disparu. Elle a laissé place à de l'animosité. Il y a peut-être même des menaces de violence. Donc on est dans une situation de quasi-conflit. Et c'est dans cette situation qu'en fait la communauté politique, pour régler ces différends, elle va avoir besoin d'une unité de compte pour établir des prix relatifs équitables pour chaque marchandise. Et en fait, c'est comme ça qu'émerge la monnaie historiquement. Non pas comme un instrument des échanges, mais plutôt comme une unité de compte utilisée pour régler les différends.
Et en fait, dans les travaux historiques montrent qu'on retrouve les premières traces de prix relatifs, notamment dans les codes juridiques des sociétés anciennes. Et on a même des cas dans l'histoire d'échanges sans monnaie. Par exemple, au Moyen-Âge, le commerce reposait sur le crédit. On utilisait les pièces comme des unités de compte pour mesurer la valeur des dettes, mais on les utilisait rarement pour échanger. Donc, les dettes étaient libellées en pièces d'or, qu'on appelait les solidi, mais elles étaient payables en chevaux, en vaches, en tissus. Dans certains cas, même le roi rappelait toutes les pièces pour les réimprimer. Bon, le commerce ne s'arrêtait pas pour autant. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, la finance, ce n'est pas un édifice construit sur la base d'une économie monétaire, c'est plutôt l'inverse. C'est la monnaie qui émerge comme une solution politique permettant le maintien de la confiance nécessaire à l'échange. Alors, tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas parler de monnaie sans parler de finance. Donc, j'ai fait ce détour qui est un détour un peu historique pour expliquer qu'en fait, la configuration actuelle dans laquelle la finance est totalement autonomisée par rapport à la sphère économique et sociale, cette configuration-là, elle est très éphémère dans l'histoire financière. La globalisation financière a à peu près 40 ans d'existence. Et les travaux historiques ont découvert des documents vieux de plus de 5000 ans qui montraient l'existence d'un système financier avec de la dette, du crédit, de l'assurance, du collatéral, de la régulation financière, etc. Mais dans des formes très différentes que celles qu'on connaît aujourd'hui. Donc, rapporté à l'échelle d'une journée, 40 ans de globalisation financière sur 5000 ans, si vous faites le calcul, ça représente moins d'un quart d'heure dans l'histoire humaine. Donc, ça m'amène au point suivant, qui est de dire qu'en fait, malgré tous les efforts déployés par la pensée dominante pour présenter le système actuel comme un système naturel, pour le naturaliser par des procédés idéologiques, notamment le recouvrant d'un voile de scientificité. Donc, c'est le rôle de la finance académique, avec ses revues, ses systèmes de classement bibliométrique, etc. Bon, malgré tous ces efforts, le système actuel n'est pas un système naturel. C'est un système historique. Et en fait, on peut, et même je dirais on doit, si on est rigoureux, on doit l'analyser à partir d'un en dehors, à partir d'un ailleurs. On doit le regarder autrement. Donc on doit regarder autrement, et ce regard autre sur le système financier, il est d'autant plus crucial aujourd'hui qu'on sait que la lutte contre le dérèglement climatique et toutes ses conséquences sociales terribles, elle vient buter contre l'organisation du système financier. Je vais vous donner quelques chiffres. Il y a des estimations assez récentes qui ont été faites par Alain Grandjean et Mireille Martini, et qui montrent qu'en fait, il faudrait un budget annuel de 6 000 milliards d'euros pendant 15 ans pour décarboner l'économie mondiale et maintenir l'augmentation de la température autour de 2 degrés. Alors 6 000 milliards d'euros, ça paraît énorme, mais il faut savoir que c'est l'équivalent des volumes qui sont échangés sur le marché des devises en une journée. Okay. Et par ailleurs, ça représente moins d'un dixième du bilan global de ce qu'on appelle aujourd'hui le shadow banking, la finance de l'ombre, c'est-à-dire le secteur de la banque d'affaires, les fonds spéculatifs, les fonds d'investissement, les fonds de capital investissement, les fonds de commun de titrisation, etc. Tous ces nouveaux acteurs de la finance dérégulée. Voilà, comment faire pour apporter des réponses ? Je vais essayer de tracer quelques voies. Et je vais reprendre ma perspective historique pour ce faire. Je crois qu'on peut dire, à la lumière de l'histoire, que ce qui va déterminer si la finance est socialement utile ou socialement nuisible, c'est la façon dont les sociétés organisent l'échange financier. En fait, historiquement, l'encadrement du système financier, il a toujours été nécessaire, parce que dès qu'on a de la dette et qu'on a du crédit, on a automatiquement une redistribution du revenu et une redistribution de la richesse. Alors, petit exemple, on a des travaux, par exemple, qui montrent que pendant l'âge de bronze, au Moyen-Orient, c'est-à-dire pendant les 2000 ans qui ont précédé la conquête par Alexandre le Grand en 331 avant Jésus-Christ, pendant ces 2000 années, le taux d'intérêt, il est resté stable à environ 20%. Alors, la conséquence d'un taux d'intérêt à 20% dans des sociétés qui avaient des taux de croissance économique très faibles, c'est que dans la mesure où le taux d'intérêt est supérieur au taux de croissance de la production, la dette augmente plus rapidement que les moyens de la payer.
ce qui encourage automatiquement les débiteurs à s'endetter encore plus auprès des mêmes créditeurs pour rembourser leurs prêts. Et c'est un processus qui mène inévitablement à la situation où on a une minorité de créditeurs qui possèdent toute la richesse et qui tient tout le monde en otage par la dette. C'est un système qu'on appelle en fait la déflation par la dette. Alors c'est particulièrement intéressant de remarquer que les travaux de Thomas Piketty sur la période du XXe, XXIe siècle, qui montrent que les inégalités s'accroissent parce que le taux de rendement du capital est supérieur au taux de croissance économique, en fait, ça s'applique aussi très bien aux sociétés anciennes. Alors, dans ces sociétés anciennes, ce qui permettait d'éviter la destruction de l'ordre social, les révolutions ou les famines ou autres, c'était qu'en fait, ce système financier, il était enserré, encastré dans des normes. On avait des annulations périodiques de dettes, on appelait ça des remises jubilaires de dettes, qui permettent en fait d'éviter les troubles sociaux trop importants qui entraîneraient l'effondrement du système. Alors là aussi, c'est intéressant de voir que le mouvement international pour l'annulation de la dette, aujourd'hui, il s'appuie sur des précédents historiques qui sont assez significatifs. Donc voilà, ce qui compte, en fait, c'est l'encastrement de la finance dans les normes. Alors, en fait, la tentative de plus grande ampleur et la plus réfléchie, la plus systématisée que l'humanité ait jamais connue, en fait, pour organiser, pour encastrer les échanges financiers, elle est assez récente. C'est celle du système de Bretton Woods. C'est un système que moi je n'ai pas connu, mais certains d'entre vous ont peut-être vécu, qui a couru de 1945 à 1973, qui a été mis sur pied par les puissances vainqueurs au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et qui reposait en fait donc, sur la convertibilité du dollar en or. Et dans ce système, le taux de change des différentes monnaies était maintenu autour d'un cours officiel. Donc les banques centrales des différents pays devaient intervenir sur le marché des changes pour acheter ou vendre des actifs en dollars et stabiliser le taux de change. Donc le taux de change, il était quasiment fixé, et il était modifié à une seule condition. Cette condition, c'était qu'on s'apercevait qu'il était incompatible avec les politiques fiscales et monétaires qui étaient nécessaires pour assurer le plein emploi dans chacun des pays. Donc, très clairement, on était dans un système où les marchés financiers étaient encastrés dans les normes sociales. Et alors, il se trouve que c'est cette période d'encastrement international de la finance qui est la période dans laquelle le développement économique a connu une accélération la plus spectaculaire dans l'ensemble des pays, et même d'ailleurs dans les pays vaincus, en Allemagne et au Japon. La différence, c'est avec le traité de Versailles qui avait été fortement critiqué par Keynes en son temps, après la Première Guerre mondiale. Voilà, donc avec cet éclairage, je crois qu'on peut comprendre que la situation actuelle dans laquelle la finance est complètement autonomisée par rapport à la sphère économique et sociale, c'est en quelque sorte un grand retour en arrière. Un grand retour en arrière, sauf que cette fois-ci, on n'a pas de remise jubilaire des dettes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours des 30-40 dernières années ? Donc, beaucoup de choses. Pour aller vite, on peut dire que tout simplement, la valeur monétaire des transactions financières a augmenté beaucoup plus vite que la taille des économies. Et dans le même temps, ce qu'on appelle la finance, c'est-à-dire les banques, les sociétés d'assurance, les fonds de pension, sont parvenus à drainer à leur profit une part croissante des richesses en imposant notamment leurs normes de gestion et leurs exigences de rentabilité au système productif. Alors, les conséquences de cette financiarisation ont été analysées par de très nombreux économistes, il y a des sociologues, il y a des géographes qui ont regardé ça. Je pense d'ailleurs qu'il y aura plusieurs interventions sur le sujet durant les rencontres. Donc, je n'ai pas le temps de les détailler. Je vais plutôt essayer d'adopter de regarder ça avec un axe quasiment anthropologique, qui consiste à dire qu'en fait, cette financiarisation correspond à une véritable inversion fonctionnelle, à un renversement des rapports entre les activités financières et la sphère économique et sociale. C'est-à-dire qu'avec la financiarisation, c'est plus les marchés financiers qui reflètent la réalité productive, qui reflètent la vie économique. En fait, c'est la réalité sociale qui devient le miroir des activités spéculatives qui se produisent sur les marchés financiers dérégulés.
Alors je prends un exemple qui est un exemple classique, qui est celui d'un marché financier spécifique, celui des contrats à terme sur les matières premières. Alors on pense généralement que le prix des matières premières, hein, comme je sais pas, le pétrole, le blé ou le soja, sont déterminés par les conditions de rareté, par la loi de l'offre et la demande sur les marchés. En fait, c'est pas tout à fait vrai, c'est plus tout à fait vrai. Alors j'ai retrouvé une citation de Michel Barnier en 2011, commissaire européen en charge des réformes financières, qui déclarait à Reuters, donc je cite, aujourd'hui, les produits agricoles sont devenus des produits financiers comme les autres. Alors pourquoi ? En fait, il existe un marché financier, celui du marché à terme des matières premières. On appelle ça en anglais les commodities futures. C'est un marché qui permet tout simplement d'acheter ou de vendre une matière première à un prix déterminé et à une date future. Alors c'est un marché qui est très ancien. Hein. Dans mes travaux, j'ai analysé ce marché-là au Japon au 19e siècle. Ça existe. Il permettait en fait aux fermiers de se couvrir contre les aléas climatiques en connaissant à l'avance le prix de vente de leur récolte. Donc c'est quelque chose d'assez ancien. Ce qui est complètement nouveau, par contre, c'est l'extension de ce marché. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quasiment tous les marchés réels sont inclus dans le marché des commodities. À la limite, le seul marché qui n'est pas inclus aujourd'hui, c'est le marché du travail. Et d'autre part, ce qui est totalement nouveau, c'est que ce marché est totalement dérégulé depuis le début des années 2000 aux États-Unis. Donc on a des contrats à terme qui ne s'échangent plus sur des marchés régulés avec des normes de transparence des informations, avec un contrôle d'organismes publics sur ce qui se passe sur les marchés. Mais ce sont des transactions qui se produisent sur des marchés informels, de gré à gré. Donc on s'aperçoit qu'en 10 ans, l'outil contrat à terme a perdu son statut d'instrument de couverture des risques, mais il est devenu un pur outil d'investissement spéculatif. Donc, depuis une dizaine d'années, les fonds de pension, les hedge funds, les banques d'investissement sont entrés en masse sur le marché. Ils prennent des positions spéculatives en pariant en fait, sur l'évolution du prix des contrats à terme, mais sans détenir eux-mêmes les actifs sous-jacents. Donc on va parier sur l'évolution du prix du blé sans être impliqué dans la production ou dans la vente du blé. Donc on a en fait une financiarisation du marché à terme. Cette financiarisation, on l'observe très bien dans les données, puisqu'on voit que le marché a explosé en taille depuis 10 ans. Aujourd'hui, c'est 17 trillions de dollars, contre 3 fois moins il y a 10 ans. On a une augmentation de la volatilité, des variations de prix très importantes. Et on a enfin une tendance à la hausse des prix sur ces marchés. Alors cette financiarisation, elle pose 2 problèmes principaux. Le premier problème, c'est qu'avec la spéculation sur le marché, le prix du contrat à terme, il s'éloigne considérablement de la réalité économique qu'il est supposé décrire. Alors Keynes disait, dès les années 30, que sur les marchés financiers, les anticipations des investisseurs ne dépendent pas nécessairement des fondamentaux, de l'opinion qu'ils ont de la réalité économique, mais plutôt dépendent de leur estimation de ce que doit être la psychologie du marché. Donc on a une rationalité, mais qui est complètement déconnectée de la réalité et qui est dirigée vers le fait de deviner avant la masse ce que va penser la masse. Le deuxième problème, et qui est aggravé par le premier, qui en fait est même beaucoup plus fondamental, c'est qu'aujourd'hui, les prix observés sur les marchés à terme, donc ces prix qui sont produits par la spéculation, ces prix rétroagissent sur le prix réel des matières premières. Par exemple, si le prix sur les contrats à terme augmente, les producteurs sur les marchés physiques vont anticiper la hausse des prix, vont retirer leur production du marché. Ça va produire artificiellement des conditions de rareté qui vont entraîner la hausse des prix qu'ils avaient anticipée. C'est-à-dire qu'en fait, la spéculation, elle joue aujourd'hui un rôle structurant pour déterminer la valeur d'échange des matières premières. Et le problème, c'est que ces matières premières, elles ont une influence considérable sur toute l'économie, puisque les prix d'achat des entreprises industrielles, donc les prix finaux, sont conditionnés par les prix des matières premières. Et c'était ça, en fait, la principale raison pour la régulation stricte de ces marchés. C'est qu'on ne voulait pas
que la spéculation sur les marchés à terme vienne déstabiliser le processus d'établissement des prix sur les marchés réels. Alors voilà, ça pour vous montrer qu'aujourd'hui, l'économie reflète de plus en plus ce qui se produit sur les marchés financiers qui sont gouvernés par la spéculation. Et ça pose des problèmes très graves, notamment dans les pays en développement. Parce que ces marchés de matières premières comprennent bien entendu les produits de première nécessité. Alors, un exemple qu'on donne souvent, qui est terrible, c'est que l'augmentation du prix du pain qu'on a connu dans les années 2008-2010, notamment dans les pays du Maghreb, qui était une des causes des soulèvements du printemps arabe. En fait, elle s'explique en partie par le fait que les spéculateurs à Chicago ont pris des positions à la hausse sur les futures. Okay. Ça pose aussi des problèmes pour le développement durable. On sait par exemple aujourd'hui que les stocks de poissons se raréfient. Et il y a de nombreux économistes qui pensent que en fait, le prix du poisson, aujourd'hui, il est maintenu à un niveau artificiellement bas. Pourquoi ? Parce qu'il ne reflète pas les conditions de rareté, il reflète ce qui se passe sur les marchés financiers, il reflète la spéculation. Voilà. Alors c'est une illustration de l'inversion des rapports entre finance et société. Il y en a beaucoup d'autres que je ne peux pas présenter ici. Donc, je vais essayer de conclure en 5 minutes. Alors comment sortir de là ? Comment sortir de cette situation ? Alors, il y a de très nombreuses initiatives, de très nombreuses réflexions. Il y a du lobbying, à la fois dans la société civile, dans le monde de la recherche. Alors, cette année, d'ailleurs, on a eu une victoire avec la publication du rapport sur la finance durable par le comité d'experts de la Commission européenne, donc, qui a été publié le 22 mars 2018. Et rien n'est gagné, mais c'est un rapport qui marque un début de reconnaissance de ces problématiques par les régulateurs. En fait, si vous pouvez télécharger le rapport sur Internet, et dès la page 2 du rapport, le groupe d'experts annonce que réorienter les flux de capitaux vers les projets durables, c'est une nécessité. Et ça implique deux choses. Ça implique d'une part des ajustements significatifs dans la politique et la régulation financière. Et d'autre part, ça implique de changer la culture et le comportement de l'ensemble des participants au marché, de l'ensemble des acteurs de la finance. Donc en fait, ce rapport, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, il reconnaît bien la nécessité du réencastrement de la finance dans des normes sociales. Alors, le programme de réforme politique qui permettrait ce réencastrement, il est bien connu. Donc, il y a un catalogue de mesures qui sont largement diffusées. Donc, dans l'ordre, dans le désordre plutôt, une régulation beaucoup plus stricte des activités financières, la mise en place d'une politique antitrust dans le secteur bancaire, la lutte contre les monopoles bancaires, la hausse des critères de fonds propres pour le secteur bancaire en leur demandant de maintenir davantage de capitaux propres dans leur bilan pour être plus robustes, une réforme profonde de la structure du secteur bancaire en séparant les activités de banque d'affaires et de banque de dépôt, la mise en place d'une taxation des revenus du capital beaucoup plus élevée, la mise en place de taxes internationales sur les transactions financières spéculatives, type taxe Tobin pour limiter la spéculation, etc. etc. Alors, ce programme, il est indispensable, mais pour conclure, je dirais qu'en fait, on est plusieurs à penser qu'étant donné la crise en cours, qui est une crise systémique, il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de repenser en profondeur l'articulation entre finance et société. Ce qui implique d'emblée de poser la différence, et là je reviens sur les thèmes des rencontres, poser la différence entre l'accumulation de monnaie, la monnaie qui est, comme on l'a vu, un moyen de garantir l'échange, donc la différence entre l'accumulation de monnaie et l'accumulation de valeur. C'est-à-dire que la monnaie peut être comprise comme un instrument qui permet de mesurer la valeur ou certains aspects de la valeur, mais elle ne constitue pas la valeur elle-même. En fait, la valeur aujourd'hui, dans la crise écologique en cours, elle revêt des aspects environnementaux, elle revêt aussi des aspects sociaux, c'est-à-dire qu'elle revêt des aspects non monétaires qui se matérialisent dans le temps long et souvent qu'on ne peut pas mesurer au moment de la transaction, au moment de l'échange. Donc il faut s'interroger en profondeur sur la définition de la valeur et en fait reconstruire l'économie par la base en redéfinissant les normes comptables, en redéfinissant la notion de performance, en redéfinissant les outils de mesure de la performance. Donc c'est un chantier qui est gigantesque.
qui est menée aujourd'hui donc, par de nombreux chercheurs, alors, en économie, en comptabilité critique, en finance alternative. On a aussi des initiatives citoyennes, monétaires et financières. Je crois qu'on en parlera durant les journées, durant les rencontres. On a aussi des réseaux d'acteurs internationaux qui sont coordonnés par les Nations Unies. Voilà, donc aujourd'hui, il y a une ligne d'horizon. C'est en fait les réformes financières et plus fondamentalement ce projet de réencastrement de la finance, de ses outils de mesure, de ses pratiques dans des contraintes économiques, sociales et environnementales. C'est-à-dire qu'il faut répondre à la crise en cours en mettant la finance au service de la société et au service du bien commun. Alors quand je dis ça, on me dit souvent, bon, c'est très sympa, mais c'est un petit peu utopique. Certainement, mais ma question c'est, ok, qui aurait parié sur la mise en place du système de Bretton Woods 10 ans auparavant, en 1934, lors de la période de la montée du péril fasciste? Personne. Okay, et pour conclure, je dirais que, voilà, comme le dit Ricoeur, Paul Ricoeur, il existe certaines époques, notamment celles où tout est bloqué par des systèmes qui ont échoué, mais qui ne peuvent être vaincus, sont des époques qui appellent l'utopie. Et donc, voilà, l'utopie, aujourd'hui, est notre ressource. Merci.